Bien. L'idée pour nous ici, c'est de pouvoir créer un projet, c'est de pouvoir préparer l'environnement Eclipse pour pouvoir créer le projet de type un projet Spring Boot. OK. Sous Eclipse, quand vous voulez vous rassurer que vous avez les éléments nécessaires, vous devez venir ici sur Help, le menu Help. Vous cliquez sur Eclipse Market. C'est dans cette zone que vous avez l'ensemble des plugins de Eclipse. Il faut avoir une connexion Internet, malheureusement. Bon, on va dire heureusement parce que ça nous simplifie bien la tâche. OK. Ici, c'est là où Eclipse va vous verser tout ce qui existe. Mais vous avez une petite rubrique, un onglet qui est important. Venez d'abord ici sur Installer. Vous cliquez pour voir quels sont les plugins que vous avez déjà. Les plugins qui sont déjà installés. Il se trouve que le plugin que moi je veux utiliser, c'est Sprint Tools, la version 4. Chez moi, c'est déjà installé. Mais chez vous, ce ne serait pas installé. Si ce n'est pas installé chez vous, donc si vous venez dans cette zone, vous ne voyez pas, vous revenez ici dans Search. Vous tapez dans le nom, Sprint Tools. Si vous validez, ça va vous sortir tout ce qui commence avec Sprint Tools comme plugin pour que vous puissiez installer. Donc, voici le plugin en question. Et s'il n'était pas encore installé chez moi, ce bouton-ci devait avoir plutôt le label Install, comme ici. Et je devais tout simplement cliquer pour installer. Donc, vous cliquez, vous suivez la procédure. En fait, c'est très simple. J'accepte la licence et puis je fais Next. Et il redémarre le programme quand il a terminé. Bien. Alors, sur ma machine, j'ai déjà un projet. J'ai déjà le plugin nécessaire. Donc, je peux créer un projet. Donc, je vais sur File New. Et comme je ne vois pas apparaître ici quelque chose qui est lié à Sprint, je vais donc aller sur Other. Je vais taper dans le filtre là-bas Sprint. Ah, Sprint. Je vais choisir Sprint Started Program. C'est celui-là qu'on va utiliser pour créer. Bon, je vais revenir. Apparemment, j'ai eu un... Alors, je suis bien connecté. Pourquoi j'ai ce souci? Ok, on va reprendre. Ok, maintenant ça passe. Parfois, quelques petites coupures de connexion, ça peut vous jouer des saltos. Bien, le nom du projet, je vais conserver démo. Pour moi, ce n'est qu'une démo pour l'instant. Ok. Vous choisissez l'emplacement de stockage comme là. Généralement, pour créer ce genre de projet, vous avez deux manières de charger les sources. Soit vous utilisez Gradle, soit vous utilisez Maven. Moi, généralement, j'aime bien travailler avec Maven pour tout ce qui est projet Sprint. OK. Vous avez le choix entre un projet avec l'extension jar et un projet avec l'extension WAR. Comme moi, je travaille avec les microservices, je vais garder l'extension jar pour pouvoir avoir pour qu'il charge en mémoire, pour qu'il charge dans le microservice le moteur du serveur d'application Tomcat. Moi, je travaille avec la version 8 de JDK, donc je vais conserver 8. Je vais conserver 8. Bien. Le groupe, c'est tout simplement l'arborescence de votre nom de domaine et autres que vous allez mettre pour pouvoir vous retrouver. Donc, nous pouvons tout simplement mettre ici, si je ne me trompe pas, c'est net.iuc. Et puis, on peut maintenant mettre CS2i4 comme bloc.
Voilà, et on met test unitaire, test. Bon, on peut même laisser là. Ok, artifal, je mets généralement la même chose. Voilà, c'est l'élément qui va permettre de distinguer le nom distinguer votre projet. Alors, je mets comme ça. Démo project for sprint, il n'y a pas de problème. Ça c'est le package de base. Je conserve ça comme ça et j'avance. Maintenant, vous devez choisir la version. Généralement, je vous conseille de toujours garder la version par défaut qu'il propose, c'est mieux. Maintenant, vous devez choisir ce qu'on appelle les dépendances. Vous devez choisir les dépendances en fonction du type de microservice que vous voulez, du type de microservice que vous voulez faire. J'ai pris la peine, je vais vous montrer un outil. J'ai pris la peine d'extraire ok, donc je pourrais mettre ça à votre disposition. En fait, c'est l'ensemble des dépendances nécessaires pour chaque type de plateforme de microservices, pour chaque type. Alors, je vais commencer par le plus simple, par le ok. Dépendance de microservices tout court. Ça veut dire qu'un microservice qui va utiliser la connexion à la base de données, un microservice qui va me permettre de faire plus tard l'enregistrement du service vers ce qu'on appelle un annuaire. L'annuaire là en fait c'est l'annuaire Eureka qui est un service permettant de faire l'orchestration du microservice. Donc, voici les dépendances que j'utilise. Spring Web pour qu'il me charge le moteur de Tomcat. Spring Data pour qu'il intègre les dépendances pour le JPA, pour la base de données. Bon, H2 Database, c'est en fait la base de données que j'utilise par défaut, qui est une base de données mémoire utilisée qui nous permet de faire des tests rapidement sans avoir une base de données externe. C'est en mémoire. Mais c'est généralement bien que pour le développement. Pour la production, ce n'est pas ça qu'on utilise. Vous utiliserez une base de données ordinaire. Et donc, dans notre exemple, je vais utiliser une base de données ordinaire pour vous simplifier la tâche. REST Repository, c'est pour exploiter les services REST qui sont déjà prédéfinis dans Sprint Boot. Bon, Lombok, c'est une librairie qui permet de générer automatiquement certains codes de votre classe. Comme par exemple les constructeurs. Vous n'avez pas besoin de faire le constructeur. Il va générer automatiquement le constructeur. Comme par exemple les getters et setters. C'est assez pratique parce que quel que soit le nombre d'attributs, au fur et à mesure que vous ajoutez, il génère automatiquement. Donc c'est un bon outil, c'est un très bon framework, une très bonne librairie. Spring Boot DevTools, cette dépendance sera utilisée pour éviter de devoir recompiler le projet. Donc en fait, ce qu'il fait, c'est que quand vous l'avez dans votre projet, une fois que vous enregistrez le projet et que vous exécutez, à chaque fois que vous faites les modifications, automatiquement, il redéploie votre projet. C'est vrai qu'en termes de développement, ça va un peu vite, c'est très bien. Donc, on utilise cette dépendance au développement, mais après, quand on passe en mode production, généralement, il faut mettre en commentaire. Bon, Eureka Discovery Client, ça va être pour faire l'enregistrement au niveau du serveur d'orchestration. Le serveur là, c'est Eureka. Actuator. Bon, Sprint Actuator, ça va permettre de pouvoir manipuler les données selon un formatage pour avoir un certain nombre de données claires du système. Voilà un peu l'explication par rapport à ces dépendances-là. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que pour chaque type de projet Sprint, j'ai donc déjà
un fichier comme ceci où j'ai toutes les dépendances à prendre. Donc, je n'ai qu'à donner aux assistants au bureau. Je leur dis, OK, quand quelqu'un arrive de nouveau, je lui dis, voilà les dépendances pour tel type de projet que tu vas faire. Voilà un peu. Donc, il y a plusieurs... OK, voilà. Donc, c'est ça qu'on va utiliser et puis on va créer notre projet avec ces dépendances-là. Donc, ici, première des choses, je vais donc faire le web. Alors, Spring Web, je prends Spring Web, c'est bon. Je cherche la deuxième dépendance pour que vous vous retrouvez. Après Spring Web, je vais prendre JPA. Donc, je vais tout simplement mettre JPA. Il va sortir, c'est Spring, c'est ça que je prends. Voilà. Et après, j'ai quelle dépendance encore? Après, j'ai H2 Database. Au lieu de prendre H2 Database, je vais plutôt prendre MySQL, puisqu'on a déjà MySQL sur nos machines. Donc, on peut travailler avec. Alors, je vais faire MySQL. Voilà, j'intègre MySQL. REST repository. Je vais donc mettre repository. REST. Alors, REST repository, c'est ça. Voilà, REST repository, c'est bon. Après, j'ai Lombok. Lombok, je l'intègre. Après, j'ai Spring DevTools. OK. DevTools, OK. Après, j'ai Eureka Client. Bon, je ne vais pas me casser la tête avec ça. De toute façon, nous, on ne va pas utiliser cela. Et puis, Actuator, les deux là, je vais laisser. OK. Donc, ce qu'on a là est largement suffisant pour créer un élément mobile, un élément de test. J'avance et je termine. Ça va prendre un peu de temps pour aller charger toutes les dépendances sur Internet et me ramener. Comme moi, j'ai déjà développé des projets avec ces dépendances-là, c'est plutôt en local chez moi. C'est dans le repository local de Maven. Donc, quand vous créez un projet Maven, je vais ouvrir les dépendances. Quand vous créez un projet Maven, il va tout simplement, dans votre compte, créer un répertoire M2, un répertoire .m2 pour dire tout simplement Maven version 2. Dans Maven là, il aura un répertoire repository. C'est là-dedans qu'il range toutes les dépendances. Voilà, comme moi j'ai l'habitude de développer là avec Spring, donc j'ai déjà certaines dépendances disponibles, ainsi de suite. OK. Donc je laisse qu'il charge. Là maintenant, il charge pour moi en local. Et il a terminé de charger. Voilà. OK, on constate qu'il a plusieurs packages. Et le package qui va vraiment nous intéresser, c'est le package de test. Voilà, ça, c'est le package source test Java. C'est là où on aura les éléments qui vont être liés à au test fonctionnel. Voilà. Mais comme pour cette démo, ce que je veux faire, c'est de vous montrer comment on crée. Plutôt un projet, un service Spring Boot. On va donc aller ici sur le main. OK. Alors, quelqu'un veut accéder. Donc, on est ici. Voici un peu son main, son fichier de démarrage. Contrairement à Java classique, son fichier de démarrage, il est tout simplement différent, mais il a toujours le main. Il a tout simplement le main. Bien évidemment, il doit avoir la notation @Spring Boot Application. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Pas encore. Non, monsieur, pas de questions, c'est bon. Donc, je vais avancer. Et, OK, je dis ceci. Si je lance l'exécution, en réalité, le service va démarrer, mais je ne verrai pas grand-chose.
Sauf que quand il va démarrer, il va bloquer, il va me dire, ah, il a besoin que je lui indique qu'on lui donne la référence du serveur de base de données. Donc, on lui dise vers quelle base de données il doit pointer parce qu'il a cette dépendance-là. On va donc rapidement faire un petit test d'exécution. Donc, je me mets sur le nom du projet, je fais clic droit et je choisis Run. Sauf que dans Run As, je vais prendre plutôt Spring Boot Application. Voilà. Il va essayer de... Il va compiler, il va nous dire quelque chose. Voilà, il nous dit qu'il a un problème. Au niveau de la base de données, data source, il ne voit pas, il n'a pas la référence. Donc, il a besoin qu'on lui donne, bref, l'indication où se trouve la base de données. C'est important. Ok, je vais donc venir dans mon... Je vais venir quelque part. Donc, je vais lancer WAMP Server qui est lancé là. Donc, je vais juste me connecter. Localhost. Alors, je vais créer une base de données, un schéma de base de données. Je vais l'appeler comment? J'aime bien distinguer les bases de données classiques avec les bases de données de microservices. Généralement, je mets le nom microservice devant pour bien me retrouver. Alors, ce que je vais faire, je vais créer une nouvelle base de données que je vais appeler microservice CS2I. CS2I. Voilà, tout simplement. Généralement, je vais utiliser UTF General CI pour l'encodage. C'est tout bon. Voilà. La base de données est disponible. Je peux donc donner les références au niveau de Spring. Pour donner la référence, il a un bon petit fichier qui va permettre de le faire. Ça se trouve dans les ressources. C'est le fichier application.properties. Voilà. C'est dans le fichier application properties qu'on va avoir tout cela. Bien. Je vais vous prendre un petit fichier de base de travail. Ça va vous permettre de... Alors, un fichier de configuration de base. Comme j'aime toujours dire, je dis toujours aux étudiants ou à ceux qui me trouvent en entreprise, un bon développeur ne passe pas le temps à souffrir. Donc, à chaque fois que je fais quelque chose pour la première fois, je m'arrange à avoir un fichier de configuration modèle qui va me servir pour travailler. Donc, je cherche comme ça un fichier dans un projet professionnel réel que je vais devoir ouvrir et on va travailler avec. Fichier que si on souhaite, je mets à votre disposition en cas de besoin. Bien. Alors, je vais faire copier-coller et je vais expliquer de l'autre côté. Voilà. C'est pour ça que mon cloud me sauve beaucoup. Tout ce que je fais, je mets dans mon cloud. N'importe où dans le monde, je peux accéder. Alors, j'ai l'attribut Sprint Database URL. Ça permet d'indiquer le chemin où se trouve ma base de données. Le JDBC, MySQL, le nom de la machine, localhost, le port. Sur mon ordinateur, c'est sur le port 3308 et non pas 3306 comme par défaut. Voilà, sur ma machine pour des problèmes, raisons de conflit, j'ai géré comme ça. Bien, le nom de la base de données. Nous, on a dit CS microservice CS2I4. Généralement, pour les nouvelles versions de MySQL, il va vous demander de mettre le server time zone. Il a besoin de ça, de connaître le server time zone. Moi, je vais lui dire UTC. Il va prendre le server time zone horizontal. Bon, on a besoin de cette propriété. Spring Data Source Username. C'est le nom de celui du compte dans la base de données. Je conserve root. Et puis, pour son mot de passe, je ne mets rien, le vide. Ici, c'est pour le driver. Généralement, pour les versions très récentes de Sprint, on n'a pas besoin de ceci. C'est pour ça que j'ai mis ça en commentaire. On n'en a pas besoin.
parce qu'il utilise un driver très récent. Donc ça, il n'en a plus besoin. Il dit, on ne peut pas mettre, il n'y a pas de problème. Maintenant, je pouvais m'arrêter là. Ça devrait passer. Donc, je peux couper tout ceci. Je peux couper tout ça et compiler. De toute façon, j'enregistre tout simplement. Vous allez voir ce que va faire... bon, c'est parce qu'il n'avait pas compilé la dernière fois jusqu'au bout. S'il avait compilé, c'est que DevTools allait tout simplement redéployer. Mais comme il n'avait pas compilé, il avait compilé, il y avait l'erreur, donc DevTools ne pouvait pas entrer en compte. Maintenant, ok, je reprends. Cette fois-ci, en principe, c'est censé exécuter normalement. Il n'y a plus rien qui devrait l'empêcher. Alors, bon, on va rapidement regarder. Et ok, JDBC, microservice CS2I, microservice CS2I 4 inconnu. Alors, cette base de données-là, on l'a nommée comment? On l'a nommée CS2I tout court. Ok. Alors, je crois que c'est mieux de nommer CS2I 4. Bon, je vais donc faire ceci. Je vais donc revenir dans les bases de données. Je vais supprimer ça. Et recréer CS2I 4. Voilà. Ok. Ok. Maintenant, si on redéploie, voilà, c'est bon, ça a compilé, ça s'est exécuté normalement. J'ai plus de problème là, mais sauf que ici, je n'ai pas grand-chose de disponible. Je vais donc faire ceci. Je vais donc revenir dans le fichier de configuration. Je vais remettre ce que j'avais coupé et je vais expliquer. Maintenant, je vais dire ceci. Je vais dire pour la partie JPA, je lui dis avec cette propriété, quand je mets true, ça permet Sprint JPA Show SQL. C'est pour montrer si oui ou non on veut qu'il montre les requêtes SQL. En mode de développement, c'est souvent très bien. Ça permet de voir quelles sont les requêtes qui sont exécutées par mon microservice. Bien. J'ai ceci, Sprint JPA Hibernate DDL Auto. Ça permet d'indiquer quelle est la forme, quel est le type d'action que je veux quand on déploie mon service au niveau de la base de données, au niveau du JPA. J'ai le choix entre create, drop et puis update. Create, c'est si ça n'existe pas, ça crée. Create and drop, c'est que si ça existe, ça supprime et ça crée. Update, c'est tout simplement, ça met à jour. Je vous recommande de bien réfléchir avant de choisir ce que vous allez faire. Voilà. Maintenant ici, quel est le moteur de... Comme j'utilise MySQL, il faut que j'indique quel est le moteur de MySQL que je veux activer avec le dialecte. Le dialecte permet d'indiquer le moteur que vous voulez activer. Donc, Sprint JPA Properties Hibernate Dialect, ça permet d'indiquer cela. Ça, c'est l'indication de Hibernate pour pouvoir activer MySQL. Et dans MySQL, vous savez qu'on a deux moteurs. Le moteur InnoDB et le moteur MyESAM. Je prends InnoDB parce que celui-ci me permet d'avoir les clés primaires et étrangères. Voilà. Maintenant, ça, ce n'est pas obligatoire, mais il faut apprendre à le faire, cette partie. Pourquoi? Parce que lorsque vous allez développer des applications et utiliser par exemple un conteneur, si vous voulez faire la containerisation avec les Docker, vous avez besoin d'identifier votre microservice. On va l'identifier avec le port. Sur quel port vous voulez que le service soit lancé? Serveur.port. Vous mettez ici le numéro de port que vous voulez. On ne vous impose pas à vous de choisir. Maintenant, le nom du microservice. Le nom du microservice. Voilà. Sprint Application Name. On met dans le nom du microservice. Maintenant, ces deux-ci, je vais enlever parce que ça ne va pas pouvoir passer. Ça, c'est pour indiquer que vous voulez qu'il s'enregistre sur un serveur Eureka. Quand on met à true, c'est pour lui dire que je veux que tu t'enregistres sur un serveur Eureka. Et puis, on lui donne l'adresse du serveur Eureka. Bon, je ne veux pas rentrer là, ce n'est pas moi le prof de
système distribué ou le prof de développement Java, vous allez regarder tout ce détail-là avec lui. Je crois même avoir déjà beaucoup fait. Voilà. En principe, j'aurais même tout simplement créé le projet et ne pas rentrer dans cette démo. Mais bon, vous voyez ce que le bonhomme là a fait. Tools, DevTools a automatiquement compilé. Il a automatiquement compilé de nouveau le projet. Ok, dès que vous enregistrez, il recompile. Là, tout est bon au niveau de la configuration. Maintenant, je veux faire un travail important. C'est que quand je lance mon microservice, quand mon microservice se lance, j'ai besoin de faire un traitement au démarrage. Les traitements qu'on fait au démarrage, on va utiliser la notation @bint pour pouvoir le faire. Vraiment, si vous avez des difficultés, je vous recommande d'aller dans la documentation de Spring Boot pour avoir tout ça. D'accord. Donc, je prends le bint de Sprint. OK. Et à l'intérieur, je vais maintenant mettre la méthode qui va pouvoir faire mon traitement. Il y a une méthode que vous devez définir avec un type de retour qui est déjà préalablement prédéfini. Ça s'appelle command line runner. Command. Ne me demandez pas que prof, pourquoi tout ça, mais bon. Command line runner. Alors, je vais l'appeler quoi? Je vais l'appeler start pour dire démarrer et puis voilà, pas comme ça. OK. Il va prendre en paramètre généralement il va prendre en paramètre return. Bon, je ne sais pas si vous avez fait ce qu'on appelle dans Java 8, il y a ce qu'on appelle les expressions lambda. Si vous êtes habitué à ça, vous devez voir là et ici j'ai point virgule. Voilà. Voilà comment c'est fait. Bon, je suis en train de vouloir faire une méthode dont le contenu sera exécuté automatiquement lorsque je vais lancer mon projet, mon microservice. Bon, généralement, dedans, vous pouvez faire beaucoup de choses. Plus tard, c'est ici que je vais entrer, exécuter et insérer des nouvelles données dans la base de données. Mais là, pour l'instant, je vais juste faire un petit affichage pour m'assurer que tout se passe bien. System.out, c'est la même chose que comme le Java, hein? System.out.print ln. Alors, qu'est-ce que je vais lui dire? Je vais mettre une chaîne de caractères 1, 2, 3, 4 et je vais mettre microservice démo. Voilà, 1, 2, 3, 4. Maintenant, quand je vais compiler, ça va exécuter. Alors, vous voyez ce que le gars a fait. Voilà. Donc, du coup, le DevTools recompile automatiquement et déploie mon service. Et vous voyez maintenant l'affichage, l'exécution du traitement que j'ai mis là-bas dans Command Line Runner. OK. C'est bon jusque-là? D'accord. Je vais avancer. Donc maintenant, là, tout est bien fait. Mon microservice est créé. Sauf que maintenant, l'idée du microservice, c'est faire quoi? C'est en fait d'avoir, puisqu'on veut utiliser le JPA, c'est d'avoir une table dans la base de données. Donc, ce que je vais essayer de faire maintenant. OK. Je vais le faire dans un autre fichier. Et pour cela, je vais créer un autre package. Donc, je me mets sur le package de base et je fais clic droit, package. Je vais mettre tout simplement là-bas entity. Entity. Donc, je vais créer un package que je vais appeler entities. Bon, entity pour dire au singulier, mais entities au pluriel en anglais. OK. Dans entities, maintenant, qu'est-ce que je vais faire? Je vais créer une classe. Je vais créer une classe. Ben, on gère quoi? Java class, je vais créer une classe. Une classe de quoi? Une classe de quoi? Une classe de quoi? Bon, comme dans le TP, on a déjà le produit, je crois.
comme dans la fiche de TP, on a le produit, on peut s'amuser à créer produit pour que vous vous habituez déjà. Donc, je vais faire produit ou product, comme vous souhaitez. Produit. C'est une classe normale. Je valide. Voilà. La classe est créée. Vous voyez, à chaque fois que j'enregistre l'élément de qui là, DevTools, ça compile automatiquement et ça redéploie. OK. Avec JPA, pour dire que c'est quelque chose qui va aller vers la base de données, on doit dire que c'est une entité JPA avec @entity. Donc, @entity de la persistance, hein, c'est ça qu'il faut prendre. @entity, voilà. Ça, c'est JPA. Après, j'ai la possibilité de donner le nom que je voudrais voir dans la base de données. Bah, si vous regardez déjà, de donner le nom que je veux voir dans la base de données. Dans la base de données, je veux contrôler le nom. Si vous ne mettez pas un nom particulier, il va prendre le nom de la classe. Donc, je vais faire @table. Je vais faire @table, toujours pour la persistance. Et je vais mettre un attribut, c'est name, contrôle espace. Je mets dans la chaîne. Bah, je vais mettre product, produit. Bon, pour ne pas me perturber, produit. Voilà. Bon, là maintenant, il va m'afficher une erreur à la compilation. Voilà, il m'affiche une erreur. Pourquoi? Parce qu'en fait, il a essayé de créer ma table. Il a essayé de créer la table dans la base de données. Mais comme j'ai dit que c'est une entité, il constate qu'il n'y a pas ce qu'on appelle la clé primaire. Donc, il n'y a pas l'entité clé primaire. C'est pour ça qu'il m'affiche l'erreur. Donc, je dis, OK, il n'y a pas de problème. Je vais donc gérer ça progressivement. Bien, maintenant, je vais faire ceci. Je vais mettre la clé primaire. Donc, la clé primaire, c'est d'abord le champ. Long, c'est ID, long ID. Voilà. Ça, c'est le champ. Bon, je vais faire ceci hein, pour qu'on aille rapidement. Je vais copier tous les attributs qu'on m'a demandé là et c'est ça que je vais utiliser. Donc, comme on connaît déjà fait, c'est OK. ID, c'est bon. La référence, donc la référence, c'est une chaîne de caractères. J'aime bien les mettre toujours en private. La référence, c'est une chaîne de caractères, private string. Private string ref, voilà. Après la référence, le nom, private, le nom. Après le nom, la description, private string, description. Après la description, c'est le prix qui est un réel, private. Le prix, je vais prendre float, prix. Après le prix, j'ai la quantité, private, la quantité, bon, on peut avoir les virgules dans les quantités. Bon, je vais mettre un entier, int, et puis je vais mettre QTE, voilà. Voilà les éléments de mon attribut. Pour l'instant, je n'ai rien fait de spécial, hein, donc... OK, voilà. Maintenant, je vais commencer à appliquer les règles de JPA. JPA dit que tu dois décider qui est la clé primaire. Ça, c'est la clé primaire, ID. C'est ma clé primaire. Donc, je vais faire ceci. Je vais mettre ceci, @ID. Donc, je vais récupérer ça de persistance. OK. Maintenant, pour indiquer comment il va me générer la clé primaire, parce que on se rappelle que quand on avait fait en base dans l'autre, en travaillant avec Java normal, on avait dit que c'était auto-increment. Comment donc faire pour qu'il me génère cela? Avec JPA, je vais utiliser @generate @generate_value. Voilà, @generate_value. Et puis, je vais maintenant faire comme ceci. C'est quoi encore dedans? @generate_value stratégie. Stratégie, je vais prendre stratégie, c'est quoi? Stratégie, je vais prendre identity. Voilà.
Voilà, générer identity. Ok, là c'est bon. Générer identity, c'est pour dire que chaque table va avoir, vous voyez maintenant que c'est passé, chaque table va avoir son, comment dirais son compteur de 1, 2, 3, ainsi de suite. Vous voyez que là maintenant c'est passé. Et si on va dans la table, dans la base de données, on va voir qu'il a déjà créé automatiquement. Voilà, la table est déjà créée. Vous voyez, en peu de temps, on n'a pas à se casser la tête. Pour ne pas vous mentir, développer des applications aujourd'hui, vous coupez ma tête, je fais que Spring Boot. C'est hyper rapide. Ça simplifie la vie du développeur. Ok. Et le reste, bah, je ne mets rien de particulier. Ok, non. Ici, au niveau de la référence, j'aurais besoin. Bon, je vais vous habituer à faire ceci. Alors. Bon, j'ai un élément à ajouter ici. Arrobase column. Voilà, j'aime bien contrôler cela. Column. Ça permet d'avoir. Column. Persistant. Ça permet d'avoir le contrôle sur l'attribut. Je vais prendre le name, et je vais donner le nom, ID. Si vous ne mettez pas ça, cet attribut-ci, ça fait qu'il conserve le nom que vous avez ici. Or, parfois, je peux décider que le nom que j'ai dans Java soit différent du nom que j'ai dans la base de données. Voilà. Donc, OK. Ici, je vais mettre ref, mais j'ai un attribut à ajouter. Je vais indiquer que, on se souvient que dans la base de données, la dernière fois, on avait dit que la référence était unique. Donc, je vais indiquer que la référence est unique. C'est unique. Il y a un attribut unique. Je vais mettre true. Unique true, c'est pour lui dire que oui, la référence là doit être unique. Voilà. Mais les autres non. Bon, là, voilà. Je crois que tout est bon. Tout est bon. Ok. Je vais juste venir ici. Je vais juste venir ici et changer et mettre drop and create parce que je suis en train de développer. Je ne veux pas qu'il passe le temps à conserver les anciennes données. Voilà, comme ça, il recrée à chaque fois la table. Ça fait que les modifications que je fais dans ceci soient prises en compte facilement. Bon, je crois qu'avec ça, c'est déjà bon. La table produit existe déjà. On peut vérifier. Actualiser. La table produit existe avec ses attributs. Et si on vient dans la structure, on voit que ça, c'est l'ID, c'est jaune, ça, c'est unique. Voilà, tout est bon là. Ok, je peux m'arrêter là et je vais maintenant faire le traitement, les traitements. Les microservices ont une particularité, c'est que ça utilise le RESTful, le REST. Donc, je vais créer le traitement qui va me permettre de gérer le reste. Je vais aller créer ça dans un autre package. Donc, je crée un nouveau package que je vais appeler .dao, Data Access Object. OK? Dans ce package-là, je vais créer une interface. Je vais créer une interface que je vais appeler REST repository REST repository produit. Voilà. OK. Voilà. C'est en fait le service REST que je suis en train de vouloir faire. Mais pour l'instant, ce n'est pas un service REST. Pour dire que c'est un service REST, je vais venir ici. Je vais lui dire que il faut étendre, extend. Il y a une classe qui existe déjà, JPA. Alors, JPA REST. JPA repositories. Voilà. OK. Bien. Le JPA repository, il vous demande un premier paramètre qui correspond. Vous voulez qu'il gère quel genre d'objet? Je vais lui dire, tu dois gérer l'objet produit. Produit. Tu vas gérer nos produits. OK, produit, voilà. Maintenant, ici, quel est le type de la clé primaire? Le type de la clé primaire, c'est long. Voilà. Là, c'est bon. Maintenant, je n'ai pas terminé. Pour profiter de la puissance de Spring Boot, je vais donc lui dire que ça, c'est un élément de Spring Boot. Donc, je vais faire arrobase repository
repository rest ressources. Voilà. Et là, du coup, il met à ma disposition, rien que le fait d'avoir écrit ceci, il met à ma disposition beaucoup de choses. La méthode qui permet d'insérer, save, la méthode qui permet de faire les mises à jour, de supprimer, de tout ce qui est, vous allez voir ça après. Donc ici, je peux tout simplement venir et dire, OK, je vais créer un nouvel objet dans mon élément. Pour cela, j'ai besoin de faire la référence à ce bonhomme-ci là, à cette interface. J'ai besoin. On a ce qu'on appelle en Java, on a ce qu'on appelle au niveau de Java EE, les injections. Voilà, injection de dépendance. Je vais venir ici utiliser ce qu'on appelle une injection de dépendance. Je lui dis, je vais utiliser le reste repository produit. Donc, je vais l'appeler rest repository produit. Voilà. À partir de lui, donc, il me fait avoir accès automatiquement à toutes les méthodes qui sont définies ici. C'est vrai que c'est une interface, vous et moi, on ne voit rien ici, c'est clair. C'est parce qu'on a étendu JPA repository qui en fait a déjà tout ça. D'accord. Donc, je vais venir ici et je vais faire, j'ai accès à une méthode. La méthode là s'appelle save. Pour pouvoir ajouter un élément, j'utilise la méthode save. Et puis, voilà. Alors, qu'est-ce que je vais faire? New produit. C'est des produits qu'on intègre. Hein, donc, new produit. Bon, j'ai un petit problème. Je vais d'abord arrêter ici et revenir. Je n'ai pas fait de constructeur. Je n'ai pas fait de getter et de setter. Je vais donc revenir ici et intégrer les getters et les setters. Bon, c'est normal qu'il affiche le rouge là. Je vais intégrer les getters et les setters. J'ai deux façons de faire. Soit je viens, je fais clic droit et puis je fais source et puis je génère les éléments. Soit j'utilise Lombok et je vais utiliser Lombok, vous allez voir. Alors, ici, voici la sortie de ce qui est produit là. C'est important. Vous allez voir pourquoi je montre ça. OK. Je vais d'abord commencer par dire que je vais générer les constructeurs le constructeur sans paramètres constructeur sans paramètres no argument constructor de Lombok. Voilà, ça c'est bon. Vous voyez déjà que ça a mis le constructeur sans paramètres. Ça a généré, il n'y avait pas ça avant. Dès que je vais mettre en commentaire, vous allez voir que ça part. C'est parti. Voilà. C'est Lombok qui permet de faire ça automatiquement. Maintenant, je vais dire... Non, je vais mettre les mêmes lignes. Arrobase. Je vais maintenant faire le constructeur avec tous les paramètres. All argument. Voilà. All argument constructor. Vous allez voir, ça crée un deuxième constructeur avec tous les paramètres. Maintenant, je vais mettre les getters et les setters. Arrobase data. Arrobase data de Lombok. Vous allez voir, ça va générer les getters et les setters automatiquement avec le toString, les equals, tout ça. Hop, c'est bon. C'est terminé. Je me casse plus la tête. Je reviens ici maintenant. Je fais donc new produit. Voilà. Et je vais utiliser produit avec tous les... Non, qu'est-ce que je fais? Alors. OK, produit. Voilà, produit de... OK. New produit. Maintenant, je vais mettre les... l'ID, je mets nul. Voilà. Après, le deuxième paramètre, c'est la référence. Je vais mettre ici ref 125. Après, le deuxième, c'est le nom. Je vais mettre le nom écran. Le troisième paramètre, c'est la description. Je vais mettre rien à signaler, RAS. Le prochain paramètre, c'est après la description,
Si je ne me trompe pas, c'est la quantité. La description, le prix. Donc, le prix, c'est un réel. Je vais mettre 235 000. 1, 2, 3. La quantité, j'ai pris que c'était un float. Donc, je vais mettre ici F derrière. Et le dernier paramètre, c'est la quantité. Je vais mettre 25. Voilà. Dès que je vais enregistrer, ça va créer ça dans la base de données automatiquement. Puisque ça compile. Et puis, ça va m'afficher la requête SQL. Vous voyez? Le SQL show là, ça me dit ce que ça fait. Insertion d'éléments dans la base de données, ainsi de suite. Voilà. Je viens ici. Je vais actualiser. Voilà l'élément dans la base de données. Je n'ai pas créé de méthode d'insertion, mais j'ai mon élément dans la base de données. Maintenant, mon service est déployé. Mon service est déployé. Je peux vérifier je vais vérifier des choses dedans. Bon, je peux ajouter deux autres éléments. Hein. On peut faire un copier-coller. On fait 5 éléments avant de commencer à faire l'utilisation. Donc, je vais faire copier-coller de ceci. OK. Voilà. Les références ne doivent plus être les mêmes. On a dit que les références sont uniques. OK. Écran, imprimante. Hub de réseau. Après ici, on va dire onduleur. Onduleur. Après ici, on va dire unité centrale. Unité centrale. Bon, je mets vraiment des prix bizarres comme ça. Hein. Ici j'ai oublié le F. Ici aussi j'ai oublié le F. Si vous avez oublié le F, il ne va pas prendre. Il va considérer ça comme étant le double. Il va vous demander de faire la conversion. Voilà, j'espère que vous vous rappelez que quand vous avez la valeur littérale en réel, c'est un double. Ok, dès que je vais enregistrer, c'est bon. Il va tout simplement recréer la table et insérer mes éléments. Voilà. Il va recréer la table et insérer les éléments. Voilà, il me dit tout ce qu'il a fait. Ok, et puis je vais actualiser et je vais tout voir ça dans la base de données. Voilà. Vous voyez qu'en termes de développement, vous allez vous casser la tête, souffrir. Moi, je vais rapidement. Maintenant, il faut tester. C'est localhost. Le numéro de port, c'est 8081. C'est plutôt ceci qu'on utilise hein, pour avoir le port sur lequel le service est déployé. C'est le numéro qu'on avait mis ici. Voilà, le numéro qu'on avait mis là. On va maintenant utiliser le nom du service ici pour pouvoir localiser le service. Parce que sur le port, on peut avoir plusieurs. Donc, on va mettre maintenant le nom. Là maintenant, qu'est-ce que je dis? Oui. La table s'appelle produit. Donc, je vais mettre ça au pluriel. C'est une convention. Produit avec S. Et puis, je vais voir ce que ça m'affiche. OK, c'est tout bon. Voilà. Vous voyez qu'on a déjà, il me sort tout ce qu'il y a. Toute la liste des éléments dans la base de données. Je n'ai rien fait. J'ai juste utilisé ce bonhomme. J'ai juste utilisé ceci. Le fait d'utiliser ceci, ça met à ma disposition beaucoup de fonctions qui existent déjà. Le service est déjà disponible. Le microservice est déjà disponible. Si je veux avoir le service dont l'ID est le 5, je n'ai qu'à mettre là tout simplement 5. Ça va me donner uniquement le produit dont l'ID est égal à 5. Bon, il se trouve que
l'ID ne s'affiche pas automatiquement. On a un moyen d'activer cela. On a un moyen d'activer pour que l'ID s'affiche. Est-ce que j'ai encore ça en tête? Bref, je vais me retrouver. C'est une instruction qui permet d'activer l'ID. Voilà donc, mon service est déjà disponible et je peux faire mes traitements. Est-ce qu'il y a des questions? Pour la démo, je vais m'arrêter là. Est-ce qu'il y a des questions? D'accord. Je vais donc m'arrêter. Oui, vas-y. Ici dans le Application Property, OK? OK. Voici ce que fait Create. Quand tu mets Create, il vient. Si la table existe déjà dans la base de données, il ne crée pas. Si la table existe, il ne crée pas. Il ne fait rien. Par contre, quand tu mets Create Drop, c'est que il vient. Quand la table existe, il supprime et il recrée. Et puis Update maintenant, il met juste à jour ce que tu as changé. C'est ça qui fait la différence. OK? Bon, voilà. Je pense que maintenant, vous pouvez bien vous battre et faire votre microservice. C'est plus ou moins comme ça. Mais en réalité, ce n'est pas ça que moi je veux faire. Moi, ce n'est pas le microservice qui m'intéressait dans le cadre de mon cours. C'est tester, faire le code du test et imposer la carapace du microservice. Et c'est ce qu'on va voir la prochaine fois. Donc, avec ça, vous avez tous les éléments nécessaires. Ça va être mis en ligne. Dès qu'on va se séparer là, je vais activer ça en ligne. Ça peut prendre peut-être 30 minutes, 1 heure de temps. Mais je pense que d'ici 20 heures, vous allez le faire, puisque j'ai un autre cours qui va démarrer à 18 heures. Bien, je vous souhaite une bonne soirée et puis faites l'effort de toujours avancer.